Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire organisé par Technique de l'ingénieur pour la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, donc aujourd'hui 28 avril. Alors, le thème de ce dernier webinaire de la journée est les FDSE, un nouveau moyen de valider les EPI-EPC. Il sera animé par Gauthier Vincent de Cicadae. Alors, avant de commencer, quelques petites informations. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez retrouver très rapidement le replay sur le site de Technique de l'ingénieur. Et vous avez également la possibilité de poser des questions. Alors, soit dans le module questions, à ce moment-là, elles sont en privé, soit vous pouvez les poser directement dans le chat et tout le monde pourra les voir. Voilà. Et puis, selon le timing, on répondra à ces questions en fin de session. Donc voilà, Gauthier Vincent, je vous laisse la main pour le webinaire. Bonjour, merci beaucoup. Donc moi, je vais discuter avec vous pendant à peu près une demi-heure et puis après, je répondrai à vos questions en espérant qu'il y en ait sur justement les fichiers de sécurité étendus, comment s'en servir pour valider et affiner ces équipements de protection individuels et collectifs. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va dérouler durant cette demi-heure? En fait, on va faire un petit rappel sur les réglementations qui identifient les EPC et PI. On va surtout aller voir ce qui est un peu nouveau, c'est-à-dire les FDSE, pour comprendre d'où elles viennent et quelles sont les données qui en sont issues et qui peuvent être utiles pour vous. Et le point qui sera très important, c'est la synergie entre le système actuel d'évaluation des risques chimiques et la FDSE, et c'est cette synergie-là qui va permettre justement d'affiner ou de valider. Ça sera la deuxième partie. Donc, je vous parlerai des équipements ventilation, masques ou gants de manière plus spécifique. Et je vous expliquerai aussi pourquoi il faut bien avoir une vision globale quand on se base sur la FDSE et pas avoir une vision spécifique sur la FDSE de la substance qu'on est en train de regarder. Voilà, donc on va commencer un peu à voir de manière générale les réglementations qui identifient les EPC et EPI. Classiquement, on est basé sur le Code du travail avec les fameux 9 principes généraux de prévention où tout employeur est tenu de supprimer tous les risques professionnels afin d'assurer la sécurité ou de protéger le travailleur au poste de travail. Parmi ces principes généraux de prévention, on retrouve la mise en place des mesures de protection collective. Et si celles-ci ne sont pas suffisantes, eh ben, on met en place des équipements de protection individuelle. L'objectif est de limiter ou d'éviter l'exposition au danger des salariés ou de réduire la probabilité de rencontre avec un danger. Plus dans le détail, comment on fait ça? Eh ben, en fait, on le fait classiquement sur les FDS 16 sections qu'on recevait, qui contiennent les informations en lien avec les substances ou les mélanges chimiques. Et tout le travail d'analyse au poste de travail sur la base de ces FDS et sur la base du terrain se fait par l'évaluation des risques chimiques qui se retrouve dans le document unique. Tout le processus se fait par l'employeur avec le support du CHSCT, la service santé au travail, le service HSE, etc., qui permet de bien définir les différents équipements de protection collectifs et individuels, notamment leur manipulation. Les équipements de protection individuelle doivent bien évidemment être adaptés aux risques, aux travailleurs et bien évidemment compatibles avec le travail effectué. Voilà, donc ça c'est vraiment très global, c'est des pratiques qui sont, un ensemble qui est très connu. On va arriver maintenant avec ce qui est un peu plus nouveau. Alors, le nouveau dans ce cadre-là, ça a quand même quelques années déjà, hein. Même si certains d'entre vous n'ont pas encore vu arriver les fiches de sécurité étendues, elles sont quand même présentes sur le marché depuis maintenant à peu près 6 ans, 6-7 ans. Donc la FDS étendue, c'est quoi? Donc la FDS 16 sections, vous la connaissez bien, c'est très classique, c'est les 16 sections, ça existe depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. La FDS étendue, en fait, on a rajouté une série d'annexes, donc ça représente quand même pas mal de place sur la FDS section, puisqu'on passe de 3-4 pages en moyenne à 70 pages. Et ces annexes-là vont former avec la 16 section la fameuse FDS étendue. La question étant, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'il y en aura pour toutes les substances, tous les mélanges, et qu'est-ce qu'elle apporte? Et pourquoi finalement, comment je peux m'en servir? Donc d'où elle vient? Eh bien tout simplement, il faut revenir sur le règlement REACH, le fameux règlement européen, celui qui a un peu tout chamboulé, qui a apporté beaucoup de nouvelles informations et de nouvelles obligations dans la réglementation des produits chimiques. Les FDSE, en fait, elles viennent de l'enregistrement. Pour petit rappel, toute substance chimique qui est fabriquée en Europe, en Union européenne, ou qui est importée en Union européenne à plus d'une tonne par an, doit être enregistrée.
dans l'enregistrement, on a une partie qui est liée au danger. On doit évaluer tous les dangers, suivant le tonnage, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, de ces substances-là. Si la substance est importée ou fabriquée à plus de 10 tonnes par an et qu'elle présente des propriétés dangereuses, on doit également faire ce qu'on appelle une évaluation de risque. Et c'est cette évaluation de risque qui va apporter des informations supplémentaires qu'on va retrouver dans les annexes. Donc on va aller voir un peu plus en détail cette évaluation de risque. Voilà, l'évaluation de risque, l'objectif, ça va être d'évaluer une exposition d'une situation. Donc nous, on va se baser dans le cas du travailleur, qu'on va comparer à un seuil. Alors le seuil qui est issu des propriétés dangereuses. Pour faire simple, le seuil, c'est un niveau de danger. C'est un niveau de danger. Vous êtes en dessous, il n'y a pas de risque. Vous êtes au-dessus, il y a un risque. Donc dans le cadre de REACH, les gens qui font ces fameuses évaluations de risque, elles ont le process. Elles vont, à partir d'outils de modélisation, et c'est TOC en est un, déterminer une exposition. Donc c'est une exposition qui est calculée ou qui est modélisée. Premier point important, c'est qu'elle n'est pas mesurée. Cette exposition, on va la comparer au fameux seuil. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès de faire un peu sous forme de quantité. On voit bien que l'exposition est bien supérieure au seuil. Donc le risque n'est pas maîtrisé, puisqu'on est au-dessus du seuil, il y a un danger pour le travailleur. Il y a un risque pour le travailleur du fait des dangers des substances. La personne qui fait l'évaluation, elle, son raisonnement est le suivant, et le raisonnement est important. Il dit, moi, je vais rajouter une ventilation. Il ne va pas se poser la question de quel type de ventilation dans le détail, en disant, voilà, quelle est la conception de la ventilation. Non. Lui, il va dire, quelle efficacité de la ventilation je vais décider. Donc, il va dire, je vais fournir une efficacité, par exemple, de 30%. Cette efficacité, ça veut dire que la ventilation va éliminer 30% de la substance. Donc je prends mon exposition calculée d'avant et je vais la multiplier par un facteur de 0,7 puisqu'il va rester, si je limite 30%, il reste 70%, donc 0,7. Et je compare à nouveau au seuil. Là, je vois que j'ai diminué, mais je suis toujours supérieur au seuil. Donc la personne à nouveau dit, très bien, je vais mettre en place un masque. Encore une fois, le masque, il ne va pas forcément se poser la question quel type de masque, avec, FFP3, etc. Dans cette démarche-là, il va à nouveau se baser sur la donnée. Je vais donner un masque d'une certaine efficacité, cette fois-ci 90%, plus important. Donc j'élimine 90% de la substance, donc je multiplie par un facteur 0,1. Et là, je compare, je vois que mon exposition calculée est inférieure au seuil, donc je suis passé en dessous de la barre. Et le risque est maîtrisé pour mon travailleur. Donc voilà toute la démarche qui est faite et ces informations-là sont synthétisées dans l'annexe. Et ces fameux paramètres d'efficacité sont extrêmement importants pour la suite des événements puisque c'est ça que vous allez avoir comme information et c'est ça qui va vous permettre de mieux calibrer ou de valider le choix de vos EPI, EPC au poste de travail. Si on prend une annexe, donc là c'est le plan type d'une annexe, alors que j'ai volontairement épuré, sinon elle ferait au moins 5 pages, il y a quelques grandes parties. La première grande partie, c'est le titre, c'est votre utilisation. Quand vous avez plusieurs annexes, c'est grâce à ça que vous allez chercher laquelle correspond à votre poste de travail. La deuxième partie, c'est ici que vous allez trouver les informations en lien, les équipements de protection collectifs et individuels, ou les autres informations. La troisième partie, il faut mieux éviter d'y aller, si normalement vous ne devez pas y aller, c'est les résultats de la modélisation sur laquelle on a rentré les données ventilation masque gant, on a utilisé un logiciel de modélisation et les résultats sont remis ici. Pour faire simple, le logiciel de modélisation, si on le transformait un peu dans un labyrinthe, on retrouve ici la sortie du labyrinthe. Par contre, vous n'avez pas les clés de labyrinthe. Si vous y allez et que vous ne maîtrisez pas ce dédale, c'est compliqué pour s'y retrouver. C'est pour ça qu'il faut, les FDSE à la base sont faites pour que vous puissiez rester à ce niveau-là. Vraiment, ventilation, masque, gants et les autres informations. Donc une FDSE, c'est finalement une FDSE section avec des données précises et plus spécifiques à une utilisation. Maintenant qu'on a vu un peu les deux grands points, pourquoi ces deux systèmes ne sont pas à prendre en parallèle? Déjà, sur leur conception même, dès le début, la réglementation, les autorités, sont parties, alors non pas dans une idée, mais sont parties sur le fait que les deux étaient totalement complémentaires. Vous avez un guide qui a été écrit par la commission en 2010, qui disait, alors quand on le lit avec des personnes qui manipulent REACH tous les jours, en pratique, ça les fait toujours un peu sourire. Mais ceci n'empêche, c'est que la mise en œuvre de REACH n'entraîne pas de duplication des obligations des employeurs.
Si vous satisfaisez déjà à vos obligations légales, vous n'avez plus qu'à revoir vos gestions de risque à la lumière des nouveaux éléments reçus dans le cadre de REACH et mettre en œuvre les éventuels changements. Concrètement, ça, on le comprend mieux si on voit que là, c'est REACH, c'est la FDSE. La FDSE, elle est faite pour un niveau européen. Ce qui fait une FDSE, ça s'applique à tous les industriels au niveau de l'Europe, de l'Union européenne. Ça ne peut pas être spécifique à votre site, mais vous avez les données que je vous ai montrées. Vous avez vu ces fameux taux d'efficacité. Ces nouvelles données, il faut les injecter sur votre site, donc spécificité de site, où vous avez votre évaluation du risque chimique. Il ne faut surtout pas les prendre seuls, de manière indépendante. Il faut pouvoir voir ce que ça donne dans cette vision globale d'évaluation du risque chimique. Donc là, on a parlé un peu de la théorie, on va aller voir plus dans la pratique ce que ça donne. Comment on peut faire ce travail-là? Comment on peut finalement affiner, valider ces EPC, EPI? Alors, rien de plus simple que commencer un peu par un faux exemple, bien évidemment, mais un peu la démarche qu'on pourrait avoir. Vous recevez la FDSE d'une substance. Vous allez l'annexe, identifier votre usage. Vous allez chercher les informations dans la partie de l'annexe qui vous intéresse. Donc là, vous découvrez que votre usage, le fournisseur vous dit il faut une ventilation générale mécanique avec une efficacité de 30%. Il faut un masque avec un APF de 10. Alors l'APF, ou FPR en français, c'est le facteur de protection assigné. C'est aussi un pourcentage d'efficacité, ce que je vous ai mis dessous, la formule pour retrouver le pourcentage d'efficacité à partir de l'APF. Donc un APF de 10, c'est un pourcentage d'efficacité de 100 moins 100 divisé par 10, donc de 90. Il vous dit qu'il faut des gants, il va vous donner une nature, une perméation, donc un taux de perméabilité finalement, on peut le voir aussi comme ça, avec un APF du gant et d'autres données. Par exemple, il faut installer des détecteurs de gaz, etc. Vous notez toutes ces informations, puis vous allez dire, moi je vais voir avec ce que j'ai en place, ce que ça donne au niveau de mon poste de travail. On commence par l'équipement de protection collective, la ventilation générale mécanique. Donc là, vous avez le facteur d'efficacité de 30%. Premier niveau où il faut faire très attention, il ne faut pas se baser sur ce 30% ou si c'était 70, 90, sur ce pourcentage en disant il faut que je l'atteigne. Déjà, vous n'avez, à ma connaissance, aucune obligation réglementaire qui va vous dire de faire des tests pour prouver ce pourcentage d'efficacité. Au niveau des ventilations, vous avez des obligations de mesure plutôt de débit pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, etc., mais pas des mesures d'efficacité. Ici, ce qu'il faut bien voir, c'est ce qu'il y a derrière ce facteur d'efficacité, ce qu'on voit derrière les guides. Vous ne voyez pas, mais les spécialistes le voient. On dit que c'est 30% dans le cas de ventilation générale non spécifique à un poste de travail. C'est-à-dire que vous avez un atelier assez important, vous avez une ventilation générale, mais qu'on ne peut pas considérer qu'elle va être spécifique à un poste de travail donné qui est dans cet atelier, qui a un renouvellement de 3 à 5 renouvellements d'air par heure. Et ça, cette approche-là, savoir si vous êtes déjà sur ces facteurs d'efficacité et autres, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait dans votre évaluation de risque chimique. J'ai tout simplement repris ce qui est sorti du guide de l'INRS sur la méthodologie d'évaluation du risque chimique. Vous voyez présent d'une ventilation générale mécanique. Vous avez classe 3, score 0,7. Ce score 0,7, on retrouve bien le facteur d'efficacité 30%. Quelque part, c'est le 0,7 de tout à l'heure, je vous rappelle 70% et 0,7. Donc ça vous permet de dire derrière ce 30%, vous voyez finalement le type de ventilation qu'il faut, et vous, par votre VRC, vous avez déjà fait l'analyse pour voir si ce type de ventilation, vous l'avez, donc vous allez pouvoir comparer les deux, voir si vous êtes bien dans le même style de ventilation. L'outil de modélisation ST Octra utilise différents types de ventilation générale, qui sont ceux-ci. La ventilation générale basique, donc c'est une fenêtre ouverte, etc. Enfin, une petite fenêtre ouverte, une petite fenêtre ouverte ou autre, donc ça ne marche pas. La bonne ventilation générale, c'est ce qu'on vient de voir, c'est une ventilation générale qui est non spécifique à un poste de travail. 30%, un facteur de 0,7. Et la ventilation générale mécanique, celle qui est spécifique, qui a été à un poste de travail, donc qui a été conçue spécifiquement pour un poste de travail. Donc ça 5 à 10 renouvellements d'air par heure, et une efficacité de 70%. Là, il faut faire attention, il ne faut pas se baser sur le renouvellement d'air tel quel. Parce que vous pouvez très bien avoir un renouvellement d'air de 5 à 10,
Mais si vous n'êtes pas spécifique à un poste de travail, si la pièce est un volume extrêmement important, vous ne pourrez pas prétendre être ici. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut regarder. Il faut bien avoir cette vision générale et pas se baser que sur 2-3 phrases. On peut également avoir dans le cas des ventilations locales, dans la FDSE, je vous indique qu'il faut une ventilation locale. Donc là, les facteurs d'efficacité sont plus importants généralement. Pareil, ce travail quelque part, si dans une FDSE vous voyez à jour apparaître une ventilation locale, vous l'avez également déjà fait, puisque tout ce qui est ici, hotte, fente d'aspiration, table aspirante, la classe 2, le score 0,1, c'est 90%, vous voyez, on est dans le même ordre de grandeur. Donc vous pouvez de cette manière-là valider le travail que vous avez réalisé dans le cas des EVRC ou voir si finalement vous n'êtes pas en phase au niveau de la ventilation. Pour les gants, c'est un peu différent. Si on passe au niveau des équipements de protection individuels, on a deux données pour les gants. La première donnée qui est nouvelle, c'est l'APF. Vous avez un APF de 10, facteur d'efficacité de 90%. C'est comme tout à l'heure, il ne faut pas se fixer sur cette valeur de 90%. Pourquoi? Parce que derrière cette valeur de 90%, il y a en fait un principe, c'est qu'on va donner cette valeur à tous les gants tant qu'ils sont résistants aux produits chimiques avec une formation basique des travailleurs sur leur utilisation. Donc la FDSE va vous dire, le gant, il est bien résistant aux produits chimiques et en plus vous formez vos travailleurs, donc oui, on peut supposer que vous avez cette efficacité-là. On va revenir dessus juste après. Deuxième information, c'est le type de gant et le temps de perméation, le temps de perméabilité. Ce sont des informations que vous verrez de plus en plus dans les FDS. Ce n'est pas propre aux annexes, c'est dans les 16 sections, mais c'est des demandes de détails vis-à-vis des gants. Finalement, ça ne change pas trop à ce que vous aviez avant avec les 16 sections. Vous aviez énormément d'informations de différents types de gants dans les 16 sections, et bien évidemment, vous n'allez pas faire changer votre travailleur de gants toutes les 5 minutes. Lâchez ceux de votre site pour regarder les différents types de gants, et puis viser des produits manipulés, sélectionner un ou deux types de gants sur lesquels le travailleur allait utiliser durant sa journée de travail ou suivant le poste de travail, etc. Donc ça ne change pas comparé à avant. Pour revenir sur les facteurs d'efficacité, je vous ai mis ici le tableau de la modélisation et vous voyez les différents types de gants avec les fameux, ce qu'on peut trouver, des APF qu'on peut trouver sur les FDSE. Et vous voyez que quand vous avez un APF de 5, c'est-à-dire qu'un gant qui a une protection élevée, on est également dans le cas de gants chimiquement résistants, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci combiné avec des activités de formation spécifiques pour les tâches qui peuvent conduire à une exposition cutanée. Donc derrière, on commence à voir apparaître la notion de procédure. Donc de procédure, le gant est une chose, on peut avoir un très bon gant, mais si on n'est pas capable d'avoir des travailleurs qui savent et qui, à un moment donné, quand le gant est abîmé, il faut le changer, qu'au bout d'un certain temps, il faut changer le gant, etc. Comment on met les gants, comment on les enlève, etc. C'est ça. Là-dessus, on se trouve là-dessus. On n'est plus que sur la nature, on est également sur l'utilisation du gant. Dernier grand type de PCEPI, les masques. Alors les masques, c'est un peu comme les gants. La FDSE va vous indiquer généralement un facteur d'efficacité ou un APF. Donc là-dessus, vous avez ça dans les mains. Comment faire pour voir si vous, le masque que vous avez sélectionné est plutôt bon? Là, il va falloir se servir de documents, par exemple, tel le document sur les appareils respiratoires de l'INRS, qui vous fournit à la fin, donc ça c'est un exemple de l'annexe 2, vous avez l'annexe 3 qui reprend les APF pour la France, qui vous indique les différents types de facteurs de protection assignés, ici, et là vous voyez le type de gant, la classe du gant, etc. Donc vous avez une fois que vous avez l'APF qui est concernée, vous pouvez regarder ceci, voir où est-ce que vous vous situez selon votre type de masque, est-ce que vous correspondez, vous ne correspondez pas, et si le produit chimique que vous avez correspond bien à la classe que vous avez ici. Donc ça vous permet de bien valider vis-à-vis de ce que vous dit votre fournisseur sur ce sujet-là. Sachant qu'un petit point particulier, attention, vous pouvez avoir ces informations de facteurs de protection par le fournisseur du masque, mais il faut mieux prendre celui des autorités, puisque les modes de calcul des facteurs de protection par les fournisseurs de masques et par les autorités sont différents. Et là, on est dans le cas de la réglementation, donc il faut baser sur celui fourni par les autorités. On les a regardés un peu tous séparément. Donc concrètement, vous recevez la FDSE, vous regardez ces trois grands, dans la FDSE, c'est les trois grands équipements de protection collective individuelle qui apparaissent. Vous les checkez
pour vous assurer que vous êtes conforme, que vous êtes en adéquation, que vous avez bien mis les bons, donc vous êtes conforme. Il est possible qu'au final, il y en a un qui ne corresponde pas. Alors, il ne s'agit pas de dire, bah, celui-là, je vais modifier celui-là pour être conforme. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir une vision globale de votre évaluation de risque chimique. Notamment, la FDSE s'applique. Et surtout, il faut, quand vous regardez la FDSE, ne pas oublier que vous avez votre vision propre à votre site et propre à la réglementation nationale et la réglementation liée au risque chimique. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux cas particuliers sur lesquels je vais schématiser par des exemples, c'est que les FDSE sont faites par des spécialistes REACH, avec une méthodologie spécifique REACH, qui peut passer à côté de la pratique du terrain, notamment tout ce qui va être lié aux évaluations de risque chimique, aux documents uniques. Et dans certains cas, on peut rentrer dans une procédure de conformité fichier de sécurité étendue qui est plus complexe que ce que je vous ai présenté, qui est juste de la comparaison. Et là, on arrive à une autre dimension, ce qui peut faire sujet d'un autre webinaire. Donc l'exemple où il faut faire attention de ne pas prendre ce qu'il y a dans la FDSE pour argent comptant. Vous avez le cas d'une FDSE qui, pour une substance, va vous dire qu'il faut mettre un masque et des gants. Vous, sur votre site, vous avez une ventilation et des gants. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas à proprement parler conforme à la FDSE. Mais surtout, il ne faut surtout pas modifier vos gestions de risque, puisque si vous étiez amené à faire ça, vous serez totalement en inadéquation, excusez-moi, avec ce qu'on a pu voir au début, c'est-à-dire vous mettriez un équipement de protection individuel avant l'équipement de protection collective. Donc ça, c'est une FDSE qui a été faite sans tenir compte de l'approche EPC avant les EPI. Alors ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc c'est pour ça qu'il faut bien, je vous disais, avoir cette vision générale. Deuxième exemple, vous correspondez bien au niveau des équipements de protection qui sont stipulés, mais dans la FDSE, on vous dit que le travailleur va porter un masque pendant plus de 4 heures. Alors quand on dit plus de 4 heures dans une FDSE, ça veut dire entre 4 et 8 heures. Vous êtes à moins de 1 heure pour un masque. Maximum 1 heure, ce qui est déjà beaucoup. C'est évident que là-dessus, vous n'allez surtout pas chercher à dire, pour être conforme, je vais augmenter mes procédures, dire à mes travailleurs de garder le masque le plus longtemps ou autre. Vous allez plutôt jouer sur le temps d'exposition, faire des roulements équipe ou non, puisque porter un masque un temps aussi long, 4 heures, 8 heures, etc., mais c'est pas possible. C'est impossible de travailler dans de telles conditions aussi longtemps pour un travailleur. Ça ne passera pas. Donc voilà, dans la FDSE, c'est totalement possible de le faire, puisque c'est de la modélisation, mais sur le terrain, ça ne passera pas. Autre cas où il faut avoir une vision globale, vous êtes dans le cas d'une FDSE qui vous propose une ventilation assez forte, 70% d'efficacité, un masque important, 95% d'efficacité, puis des gants. Vous, sur votre site, vous avez une ventilation qui est plus faible, un masque avec un facteur de protection moins élevé, puisque vous avez 80% d'efficacité, puis des gants aussi. À première vue, si la FDSE vous préconise ça et que vous avez des équipements de protection de niveau inférieur, on pourrait supposer qu'il faut revoir votre gestion du risque chimique pour cette substance et pour le poste de travail qui est associé. C'est un des problèmes qu'il y a sur la FDSE actuellement, c'est qu'en fait derrière, peut-être que le fournisseur qui a mis ça en place, vous vous souvenez du schéma où je vous ai présenté exposition calculée comparée au seuil, au final, peut-être qu'en mettant tout ça, il y a une exposition calculée qui est bien inférieure au seuil. Donc peut-être qu'il pourrait se dispenser de mettre autant de moyens de protection. Donc ça, c'est un des biais, les autorités sont bien conscientes de là-dessus. Pour l'instant, vous avez comme possibilité de faire votre propre évaluation pour dire, moi, malgré que je sois moins fort au niveau protection, mon travailleur est toujours en condition protégée, ou contacter le fournisseur pour qu'il change sa fiche de sécurité étendue. Ça peut marcher si le rédacteur est celui qui est directement votre fournisseur. Si c'est encore plus haut, c'est un peu plus compliqué. Là, voilà, il y a différentes solutions, mais c'est une des problématiques qu'il y a à ce jour. Donc, vous savez que si vous arrivez devant une telle situation, il ne faut pas tout chambouler chez vous. Il faut d'abord se poser et voir quels sont les axes qui peuvent se faire pour voir si vraiment vous avez un problème de gestion de risque chimique vis-à-vis de la substance qui est concernée, ou si au final, non, vous n'avez pas de problème. Après, je vous ai parlé des autres informations dans la FDSE qu'on peut avoir, genre mettre des détecteurs, etc. Alors comment ça en prendre en compte? Tout simplement, on a vu les trois grands EPC EPI, ils sont pris en compte avec les différentes données spécifiques qu'on a,
Et les autres informations, en fait, vous les assumez comme avant dans la FDS section. Vous allez prendre ces informations-là et voir vous comment ça s'applique sur votre site. Et si vous ne les appliquez pas, ben, pourquoi vous ne les appliquez pas? Justifier, prendre les responsabilités en disant ben, moi, sur mon site, j'ai pas besoin de ça puisque j'ai pas, je me retrouve pas avec une telle situation. Le détecteur, j'en ai pas besoin parce que, etc. Vous justifiez, mais vous justifiez de la protection de vos travailleurs avec vos moyens dans le cadre de votre VRC. Ça, vous ne changez pas la donne là-dessus. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'il y a dans la FDS est censé être générique et vous censé vous aider à créer votre évaluation de risque chimique. Vous devez vous baser dessus, mais après, vous devez regarder votre situation terrain. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la FDSE fournit via son annexe deux grands types de données. Les conditions d'utilisation, surtout les équipements de protection collective, enfin, surtout un qui est la ventilation, et les équipements de protection individuels qui sont, dans le cas de la FDSE, surtout le masque et les gants. Et les chemins pour les obtenir. Ça, c'est la fameuse partie 3, celle que je vous dis, il faut éviter d'y aller. Ces informations permettent d'affiner et de valider le choix de ces équipements de protection collectifs et individuels sur le site. Ça, en plus, la FDSE va fournir d'autres informations comme le temps d'exposition, etc. Tout ça va permettre de mieux voir la chose. Mais si on fait ça, ça marche bien si on garde bien à l'esprit que la FDSE, c'est un document avec une vision macroscopique et non spécifique à votre site. Tout ce qui est marqué dedans, il faut bien l'adapter à votre site. Voir comment ça s'applique à votre site, et si ça ne s'applique pas, le justifier pourquoi ça ne s'applique pas à votre site. Et c'est bien un élément supplémentaire de l'analyse du risque chimique. Et ce n'est pas un document à étudier seul. Si vous faites le pot de conformité sur une FDSE toute seule, et après vous la stockez, vous l'archivez, mais vous ne prenez pas ça avec l'ensemble de votre évaluation du risque chimique, forcément, à un moment donné, les deux vont plus coller ensemble, et vous allez avoir un problème dans la gestion de votre HSE, enfin, toute la gestion HSE de votre site ou d'un poste de travail spécifique. Donc voilà un peu les différents points que je voulais aborder avec vous. Alors c'est vrai que c'est très rapide, en une demi-heure, mais en tout cas, si vous avez posé des questions autres, je vais regarder ça. Le temps que le technicien ingénieur vous pose 2-3 questions, juste le temps que me permettre moi de lire. Donc je vais repasser la parole à Florence. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à vous pour cette belle présentation. Du coup, effectivement, on va vous poser quelques petites questions en attendant de pouvoir répondre à vos propres questions. Donc, on va commencer par donc, une première question. La FDSE est un document dont il faut s'assurer la conformité sans lien avec l'évaluation du risque chimique. Donc, plusieurs propositions. Oui, non, ou cela dépend. Donc voilà, je vous laisse donner votre réponse et puis on verra après les taux de réponse de chacun des items et puis la réponse qui convient. Alors, je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. En parallèle, je vous informe que je vous ai mis à disponibilité des documents que vous pouvez télécharger. Vous retrouvez notamment des éléments sur le logiciel Risquet, qui est un logiciel de gestion des risques professionnels et notamment des risques chimiques. Et je vous ai mis également le catalogue des formations techniques de l'ingénieur par Community, qui reprend également des formations sur le risque chimique qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc, on a un petit peu plus de la moitié des votes. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir à votre réponse. Et puis ensuite, on va clôturer cette question. Voilà, donc on va arrêter cette question. On va regarder les réponses que vous avez faites. Donc, on a 19% d'entre vous qui ont répondu oui, 63% qui ont répondu non et 19% qui ont répondu cela dépend. C'est moi ce que tu vois. Donc, en fait, il faut, donc, la réponse est non. Il faut avoir en fait l'ensemble des données propres à l'évaluation du risque. Alors, on va passer à la question suivante. Toutes les FDS actuelles seront remplacées par des FDSE.
Donc voilà, vous retrouvez les mêmes réponses, oui, non ou pitié, non. Pourquoi il y a ça? Alors, on a plus de 80% des votes. Je vous laisse encore un petit peu de temps. Voilà, je pense que là, quasiment tout le monde a répondu. Donc, on va fermer et on va regarder vos réponses. Voilà, donc 22% ont répondu oui, 74 pardon, ont répondu non et 4% vraiment pitié non. Donc, effectivement, c'est non, les substances enregistrées à plus de 10 tonnes par an et dangereuses auront une FDSE et certains mélanges. Et enfin, une dernière petite question. Voilà, donc, il faut respecter chaque information relative aux EPC et API figurant dans les annexes de la FDSE. Donc, voilà, là c'est simple, oui ou non. Je vois que vous répondez activement. Je laisse encore un petit peu de temps. On a beaucoup de personnes qui ont déjà répondu. Je laisse quelques secondes pour les dernières personnes qui réfléchissent. Voilà, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette question et regarder vos réponses. Donc 30% qui ont répondu oui et 70% d'entre vous qui ont répondu non. Donc une fois encore, la réponse était non. Il faut garder la vision globale et vous pouvez ne pas respecter une information si son action est rééquilibrée par un autre PC ou EPI. De plus, attention à ne pas se mettre en non-conformité vis-à-vis des codes du travail. Voilà, donc globalement, plutôt des réponses correctes. Donc, pour l'instant, je vais vous laisser reprendre la main pour répondre aux quelques questions que nous Oui, avons reçues. oui. Alors, donc on a reçu deux, trois questions. Donc la première concernait enfin une première qui est, je dirais pas simple, mais classique. Si on a plusieurs FDSE de fournisseurs différents, bah, comment on fait? Bah, en fait, là-dessus, bah, chacune sera à prendre de manière indépendante, et puisque ce n'est pas certain qu'ils aient fait la révélation de risque en commun. Et donc, par ici, il faudra chercher laquelle est la plus majorante. Et pour faire ça, bah, il faut faire le travail sur chacune. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien garder trace de tout ce qu'on fait. Quand vous faites une étude comme ça, que ce soit sous Excel, sous Word, ou je ne sais sous quelle forme, sous quelle forme, il faut bien voilà, suivre, marquer les différentes étapes qu'on a pu faire, la conclusion, pour que derrière, si 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, on reçoit une FDSE de la même substance d'un fournisseur différent, qu'on puisse comparer les choses et déterminer laquelle est la plus majorante. Ensuite, il y avait un commentaire sur le fait que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'obligation pour les équipements protecteurs, pour les ventilations notamment. Attendez, je vais reprendre la question exacte parce qu'elle était un peu longue. Voilà. Qu'il n'y ait pas une obligation d'évaluer l'efficacité des équipements de protection individuels. Mais comment on peut s'assurer un résultat de sécurité sans prendre en compte l'efficacité? En fait, justement, la FDSE va vous permettre de voir cette notion d'efficacité. Elle va surtout arriver avec la FDSE où elle vient chiffrer. Ceci n'empêche qu'avant, quand vous faisiez votre évaluation de risque chimique, l'étude, la mise en place d'une ventilation s'étudie. Le choix d'un masque va également s'étudier suivant le type de substance ou autre. Et aussi, vous avez des mesures qui peuvent que jouer là-dessus. Il y avait une autre question qui jouait avec les VLEP, qui me demandait qu'est-ce qu'on faisait des VLEP. En fait, ça va aussi être sur ce point-là. Le choix des masques se fait selon la nature, le niveau d'exposition, mais va également se faire grâce à des mesures. Vous pouvez savoir à peu près à quel niveau vous vous situez et savoir si le masque va être suffisant ou non suffisant. Donc soit vous faites des estimations, soit vous faites des mesures, et en passant par ici, bah, ça c'était déjà une démarche qui ne faisait pas forcément, enfin qui se faisait déjà avant la FDSE.
Donc voilà, la FDSE permet d'avoir des choses un peu plus concrètes, à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Voilà. Et après, la dernière question qui était remontée, c'est si malgré tout, on n'arrive pas à comparer nos EPC, EPI, comparer ce qu'il y a dans la FDSE, du fait des différences de niveau. Ben là, ce que je vous disais, c'est qu'on arrive à un niveau un peu plus complexe, c'est qu'on fait votre propre évaluation, où vous avez un système intermédiaire qui s'appelle l'étalonnage, dans le cadre de la FDSE, où vous comparez si l'un complète l'autre. C'était une des réponses des questions du sondage, de pouvoir voir finalement si vous avez une ventilation qui est de meilleure efficacité, enfin, vous estimez qu'elle a une meilleure efficacité que celle de la FDSE, mais que lui il a un masque et pas vous, et ben on va regarder grâce à cet étalonnage si votre ventilation finalement équivaut à la leur plus le masque. On va tenir compte également du temps de présence du travailleur, etc. Donc ça, il y a moyen de jouer là-dessus. Donc voilà. Voilà quelques questions. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a intéressé, vous a éclairé. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas par technique d'ingénieur ou vous allez mes contacts dans le cadre à la fin des supports. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie tous également pour votre attention. Je vous remercie, Gauthier Vincent, pour ce webinaire. Merci à la technique de l'ingénieur. J'espère qu'il a su répondre à vos attentes. Je vois qu'on a des questions des dernières minutes qui sont arrivées. On va essayer de vous y répondre par mail. D'accord. Voilà. Et je vous remercie tous et à un prochain webinaire chez Technique de l'ingénieur.